Développement économique, une usine de cimenterie voit le jour. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé hier matin à Zignaré dans le cadre d'une sortie officielle dans la région du plateau central. Au cours de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé la cérémonie officielle d'inauguration d'une cimenterie. L'intelligence artificielle, une innovation en marche en Afrique. L'IA s'impose aujourd'hui sur le continent comme une véritable révolution technologique. Elle transforme de plus en plus tous les secteurs d'activité. Entre fascination et inquiétude, cette innovation soulève de nombreuses questions. Nous en saurons plus dans cette édition. Coupe du Faso, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale connus. Les 8e de finale de la Coupe du Faso ont tenu toutes leurs promesses avec des matchs organisés sur plusieurs terrains du pays. Entre surprise et confirmation, les 16 équipes engagées ont offert un spectacle intense. À suivre dans ce journal. Bonsoir. À l'ouverture de cette édition, les étalons se sont largement imposés face à l'équipe de Djibouti sur le score de 4-1. Le Burkina occupe désormais la 2e place du classement après l'Égypte. Pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons feront face à la Guinée-Bissau le lundi 24 prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Comme annoncé en titre, au cours de son séjour à Zignaré, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé à l'inauguration d'une cimenterie spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment avec une superficie de près de 13 hectares. Porté par la société Creuel International, ce projet vient renforcer les relations qui existent entre le Burkina Faso et la Chine. Eugène Kam. Le Burkina Faso a une nouvelle usine, une cimenterie dénommée Société industrielle Sino-Burkina de ciment, Sisinob. Pour sa construction et son installation, l'usine Sisinob a coûté 26 milliards de francs CFA. Ce coût total devrait atteindre 75 milliards de francs à la fin de son développement complet. C'est une unité industrielle d'une capacité de production estimée à 2000 tonnes par jour, avec 110 salariés permanents et 300 salariés saisonniers. L'inauguration de cette usine moderne marque une étape importante dans le développement de notre entreprise. En effet, ce projet, né d'une vision ambitieuse et porteur d'espoir, est aujourd'hui une réalité. Cette usine, fruit d'un investissement conséquent et d'un travail acharné de nos équipes sur plusieurs mois, est bien plus qu'un simple bâtiment industriel. Elle est le symbole de notre engagement à contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. Portée par des investisseurs chinois, la Sisinob rentre dans la vision du chef de l'État, celle d'un développement économique axé sur l'industrialisation. Après les usines dans les communes de Saba, de Pabré, l'inauguration de cette cimenterie montre la dynamique d'industrialisation engagée au Burkina. Cette usine dont la production viendra consolider l'offre existante s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un développement endogène durable. Elle offre des opportunités d'emploi tout en contribuant significativement à la dynamisation de l'économie nationale. C'est le lieu pour moi d'inviter les acteurs industriels intervenant dans le domaine de la cimenterie à s'investir pleinement afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité à des prix accessibles. Les produits de la cimenterie seront commercialisés sous la marque Simpanga. En perspective, le chef de l'État entend échanger avec toutes les cimenteries pour une baisse du prix du ciment sur tout l'étendue du territoire. Après Zignaré, revenons à Ouagadougou. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé à l'hebdomadaire Conseil des ministres mercredi dernier. Au cours de cette séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Le domaine économique a été le point le plus important de cette
rencontre. Les grandes actions de cette séance avec Gloria Balou. L'économie était au cœur de ce Conseil des ministres. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté, passant de 1,4% en 2023 à 4,2% en fin 2024, soit une hausse de 2,8%. Pour réduire l'impact de cette augmentation des prix sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, le gouvernement a opté pour le retour au concept Fassoyar. Il s'agit d'un concept expérimenté sous le leadership du président Thomas Sankara qui consistait à la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et la SONAGES d'ailleurs va jouer le rôle de centrale d'achat pour faire en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des prix des produits alimentaires. Et à côté de cela, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de Fassoya pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. Le Conseil a également examiné et opté des rapports sur l'évolution de l'économie du Burkina Faso pour l'année 2024. Au regard d'un certain nombre d'éléments liés à la croissance économique entre 2023 et 2024, il y a des améliorations. Le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Cela signifie que le Burkina a enregistré une amélioration économique. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Au niveau du secteur secondaire aussi, il y a eu quelques évolutions et globalement, le taux de 5,1% reflète le niveau de l'économie au titre de l'année 2024. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Le ministre Nakanabo a également noté une amélioration dans la collecte des impôts entre 2023 et 2024 avec une hausse de 205 milliards de francs CFA grâce aux réformes importantes mises en place dans ce domaine. Au-delà de l'économie, la communication a également été mise en avant. Pour l'édition 2025, le concours Galien enregistre une innovation, celle de l'institution d'un Galien d'or qui récompense les candidats ayant remporté 3 fois le prix Galien dans le même genre. La semaine dernière, le Premier ministre a dressé un bilan ambitieux de l'action gouvernementale, mettant en avant des avancées significatives dans plusieurs domaines clés. À travers ce discours, il a réaffirmé la volonté du Burkina Faso de renforcer son indépendance et de tracer sa propre voie. Mais au-delà des chiffres et des annonces, ces efforts sont-ils suffisants pour garantir une stabilité durable et un développement maîtrisé? Une analyse de Farida Toubelem. Depuis septembre 2022, le MPSR2 a pris les rênes du pouvoir avec pour ambition de redonner de meilleures perspectives à la reconquête de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Depuis lors, plusieurs initiatives ont été lancées, telles que le Fonds de soutien patriotique ou encore l'offensive agro-pastorale et halieutique. En 2024, l'État burkinabé a entrepris de nouvelles démarches pour élargir son champ d'action à l'ensemble des secteurs d'activité. Le Premier ministre a fait le point ce 14 mars 2025. Le premier point abordé par le chef du gouvernement concerne la lutte contre le terrorisme, un enjeu capital pour le pays. La mise en place du Fonds de soutien patriotique a permis de collecter 175 milliards de francs CFA grâce à une mobilisation sans précédent de la population burkinabé. Ces ressources ont contribué à l'acquisition de nouveaux équipements et au renforcement des forces armées. Résultat,
71% du territoire national a été reconquis. Malgré ces avancées, la menace terroriste est encore présente. Pour renforcer les acquis, le gouvernement prévoit le développement d'une industrie de défense afin d'affirmer notre souveraineté militaire. Toutefois, l'ampleur des investissements dans la défense ainsi que la poursuite de la collecte du Fonds de soutien patriotique soulèvent des préoccupations quant à leur impact sur d'autres secteurs essentiels du développement national comme l'agriculture. Ce secteur ne manque pas dans l'exposé du Premier ministre, matérialisé par la souveraineté alimentaire. Il y a eu des innovations dans ce domaine à travers l'offensive agropastorale et halieutique. Par ce canal, 6 millions de tonnes de blé ont été produites, une initiative à saluer. Mais des efforts restent à fournir. L'insuffisance des infrastructures hydrauliques et la faible mécanisation freinent le potentiel agricole, des barrières à lever pour que la souveraineté alimentaire soit effective. De même, garantir une chaîne de transformation et de commercialisation efficace pour capitaliser les excédents est une priorité. Une autre guerre est de rendre viables et exploitables les terres reconquises. Avec la réinstallation de 212 villages et le retour progressif de plus d'1 million de déplacés internes, le Burkina Faso regagnerait en reconstruisant l'économie de ces villages pour leur contribution à cette lutte pour la souveraineté alimentaire. Dans son discours, le Premier ministre a mis en avant les efforts diplomatiques déployés par le Burkina Faso pour renforcer sa souveraineté et diversifier ses partenaires. Le Burkina Faso poursuit une diplomatie qu'il qualifie de décomplexée, marquée par un engagement affirmé en faveur de la souveraineté nationale. L'année 2024 a été marquée par une offensive communicationnelle visant à déconstruire les stéréotypes véhiculés sur la situation du pays et à mobiliser de nouveaux partenaires dans le respect des intérêts burkinabés. L'adhésion à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, officialisée par la signature du traité fondateur le 6 juillet 2024 à Niamey, s'inscrit dans cette logique. Ce projet vise non seulement à coordonner l'action diplomatique des pays membres, Burkina Faso, Mali et Niger, mais aussi à établir une position commune face aux défis sécuritaires et économiques. La redéfinition de la politique étrangère burkinabé repose sur la diversification des partenaires. En 2024, le pays a multiplié les échanges bilatéraux avec de nouveaux alliés, notamment la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, le Venezuela et le Nicaragua. Par ailleurs, des commissions mixtes de coopération avec des nations comme la Tunisie, l'Égypte et l'Allemagne ont permis de conclure 32 accords sectoriels, illustrant une volonté de renforcer la coopération multisectorielle. Ces nouvelles alliances posent des interrogations. Permettront-elles d'assurer une stabilité économique et un transfert de compétences à la hauteur des ambitions du pays? En tout cas, les indicateurs sont déjà présents, reste à consolider pour les années à venir. Selon le Premier ministre, la culture a été un maillon essentiel dans le rayonnement du pays sur l'échiquier international en 2024. L'inscription de la Cour royale de Tibélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'organisation réussie des événements majeurs comme la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, qui a fermé ses portes avec le sacre du Burkina Faso. Ces succès ne se limitent pas au domaine artistique, ils envoient un message fort au monde. Malgré les défis sécuritaires, le Burkina Faso reste un pays fréquenté et fréquentable. Installé le 7 décembre dernier, cet exercice vient consolider les 100 jours du Premier ministre à la tête de l'exécutif. Au-delà du discours, il est important de consolider certains acquis et redynamiser d'autres mesures afin que leur véritable mise en œuvre ait un impact réel sur le quotidien des Burkinabés. Initiée lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis, l'année 1956 marque la naissance de l'intelligence artificielle IA. En tant que discipline scientifique, elle est l'une des dernières technologies qui influencent l'Afrique où elle impacte de nombreux secteurs. Si elle est devenue aujourd'hui un acteur clé du quotidien de plusieurs personnes, elle suscite toujours de nombreuses interrogations sur son utilité et le mode d'utilisation. Gloria Balou.
L'intelligence artificielle, un système capable d'exécuter des tâches qui autrefois nécessitaient une intelligence humaine. Sur le continent, ce système informatique transforme progressivement le quotidien de ses utilisateurs, intervenant désormais dans presque tous les secteurs, de l'administration au commerce, en passant par la santé et la communication, pour ne citer que ces domaines. L'intelligence artificielle générative, avec des plateformes comme ChatGPT ou Google Gemini, fait partie des outils numériques les plus utilisés. Pourtant, de nombreux utilisateurs restent encore peu informés sur son fonctionnement et son véritable potentiel. Pour mieux comprendre cette technologie et son utilité, nous avons rencontré un spécialiste. Et pour utiliser plus précisément l'IA générative, il y a des éléments qu'il faut maîtriser. Voilà. On ne parle pas à l'IA générative comme les outils tels que ChatGPT, comme si on était sur Google. Voilà. C'est vrai que quand vous l'utilisez comme ça, il vous répond. Ces outils sont conçus pour vous donner des réponses. Voilà. Donc quand vous posez une question sur moi, ces outils vous répondent. Voilà. Donc pour les utiliser, il y a une manière de les utiliser. C'est ça, c'est cette compétence qui nous permet de les utiliser qu'on appelle l'ingénierie des prompts. L'ingénierie des prompts, c'est quoi? C'est la capacité d'un être humain à concevoir des prompts efficaces pour soumettre à un système d'IA. Un prompt, ce n'est rien d'autre. La question que vous avez saisie pour avoir la réponse, c'est ça, un prompt. Et c'est ce qu'il faut maîtriser. Retenez que ces outils sont entraînés, je le disais, sur des milliards de données que nous, les êtres humains, on a eu à diffuser. Comme toute technologie, l'intelligence artificielle demande une certaine maîtrise. Une mauvaise utilisation peut fausser les résultats et conduire à des erreurs d'interprétation. La formation est nécessaire avant de l'adopter. Les conseils que j'ai à donner, c'est d'abord, il faut toujours il ne faut pas se jeter dedans comme ça. Voilà. Du moment où j'utilise ces outils pour travailler, je dois chercher à savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est très important. Et quand je sais comment ça fonctionne, je saurai comment exploiter pour gagner en productivité. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'arrière. Il faut former les étudiants, montrer les forces de l'outil et les faiblesses. Et montrer aux professeurs également comment recadrer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire. Si l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités, elle soulève aussi des inquiétudes. Avec l'autonomisation croissante, une question persiste. Représente-t-elle une menace pour certains emplois? Une chose est sûre, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain. Mais ceux qui sauront s'y adapter auront une longueur d'avance dans l'économie numérique africaine en pleine expansion. Le ministère en charge des infrastructures a procédé ce mardi à une opération de déguerpissement sur l'emprise ferroviaire de l'arrondissement 2. Les ferrailleurs ont vu leur entreprise illégale démantelée. Ce processus est aussi un premier pas dans la marche pour la rénovation de la voie ferrée. Farida Toubelem était sur les lieux. À l'aube de l'opération, les forces de l'ordre se déploient sur les emprises ferroviaires. Objectif, sécuriser la zone avant le début du déguerpissement. Les agents installent des barrières pour bloquer l'accès, pendant que d'autres inspectent le terrain avec des détecteurs de métaux. Peu avant l'opération, les machines prennent position. Une scène impressionnante. Pelleteuses, tracteurs, chargeuses, camions de déchargement, tous prêts pour le moment fatidique. Contraindre les occupants illégaux à quitter les lieux est une nécessité. Il était de bon ton de venir vraiment libérer nos emprises, libérer la voie pour nous permettre à la société qui l'exploite de l'exploiter sereinement pour la sécurité de nos voitures, la sécurité des biens, même la sécurité pour les projets futurs, les projets de modernisation de la voie. Vous voyez, si l'emprise est occupée, on ne peut rien entreprendre là-dessus. Donc cette opération est vraiment capitale, importante pour la société. Le moment est venu. Les machines se mettent en marche. Un silence pesant s'installe, vite remplacé par le bruit sourd des engins. Sur place, certains occupants, principalement des ferrailleurs, tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais les consignes sont claires.
Le délai qui leur avait été accordé est désormais expiré. Ils doivent partir immédiatement. On a pris plus de 1 mois pour faire une sensibilisation. Si les 1 mois sont dépassés, et puis on nous a ajouté au moins 3 semaines. C'est la 3e semaine aujourd'hui qu'on a fait la sensibilisation pour que tout le monde puisse quitter les accotements des rails. Il y a une site réservé aux ferrailleurs et casse-auto de Burkina, à Basseko, au niveau de l'arrondissement 8. Mais nous, on a introduit une demande d'intégration dans ce site pour qu'on puisse rejoindre ce site si bien possible. L'opération de déguerpissement dans l'arrondissement 2 est désormais achevée. Les arrondissements 3, 4 et 8 sont également concernés par cette vaste campagne de libération des emprises ferroviaires. Une nouvelle étape est déjà planifiée. Après le 30 mars, ce sera au tour des vendeurs de l'arrondissement 3, encore présents sur les lieux, de subir le même sort. Les 8e de finale de la Coupe du Faso, disputés le mercredi 19 et jeudi 20 mars 2025, ont tenu toutes leurs promesses avec des matchs organisés sur plusieurs terrains du pays, notamment à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Zignaré et Bama. Entre surprises, confirmations et duels acharnés, les 16 équipes ont offert un spectacle intense. À l'issue de ces confrontations, 8 équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale, tandis que certaines formations phares quittent prématurément la compétition. Compte rendu de Innocent Ilboudou. L'une des grandes surprises de ces 8e de finale est l'élimination de l'étoile filante de Ouagadougou, tenante du titre. Déjà en difficulté en championnat où elle occupe la dernière place, l'équipe a été sortie par le Real du Faso 1-0. Un coup dur pour les bleus et blancs qui espéraient se relancer grâce à la Coupe du Faso. Autre favori à quitter la scène, l'AS Douane, championne en titre du Faso Foot League 1, a subi le même sort face à l'AS Fayenenga. Dans une rencontre très disputée, un but a suffi aux jaunes et verts pour arracher la qualification. Une victoire précieuse qui ravit le coach de l'AS Fayenenga. Certaines personnes auront souhaité même que on fasse l'impasse sur la Coupe du Faso, mais nous on a mobilisé les enfants, on a dit non, la Coupe du Faso aussi fait partie de notre objectif. Et puis ça peut être aussi un déclic encore pour le championnat. Donc on est venu à fond, sachant bien que la donne aussi, quand même ils sont un peu distancés par rapport à la première place. Donc on savait aussi que la donne aussi venait pour en tout cas chercher la qualification. La motivation était là, donc en tout cas on ne peut que féliciter les enfants. Dans la continuité des rencontres équilibrées, Raimo FC a su faire preuve d'efficacité pour venir à bout du Sahel FC 1-0. Un score minimaliste mais suffisant pour poursuivre l'aventure. Le choc entre Sporting et Salitas FC a quant à lui offert un véritable spectacle. Après une rencontre riche en rebondissements, le Sporting a eu le dernier mot en s'imposant de justesse 3-2. Luiso et Lisfa se sont livrés un duel extrêmement serré qui s'est finalement décidé au tir au but. À l'issue de la séance fatidique, Luiso s'est imposé 4-2, validant ainsi le billet pour le prochain tour. Si certaines affiches ont été très disputées, d'autres ont été marquées par des victoires sans appel. L'ASFB n'a laissé aucune chance à l'ASO, s'imposant largement 4-1, tout comme Vitesse FC qui écrase les RC Houndé avec un score sans appel 4-0. Enfin, la dernière rencontre de ces 8e de finale qui s'est tenue jeudi soir au stade Wobi de Bobo-Dioulasso opposait le RCB à l'AGEB. C'est finalement le RCB qui les remporte 4-1. Le résultat de cette rencontre vient compléter le tableau des quarts de finale. L'attention se porte désormais sur le tirage au sort des quarts de finale prévu dans les semaines à venir. À présent, l'actualité sous forme de brève. Toujours dans le domaine sportif, Hugues Fabrice Zango a décroché aujourd'hui 21 mars la médaille de bronze du triple saut au championnat du monde d'athlétisme en salle 2025 à Nakin en République populaire de Chine. Avec un saut de 17,15 mètres, son record de la saison, il est dévancé par l'Italien Andy Diaz Hernandez qui s'offre le titre avec un saut de 17,80 mètres et le Chinois Yang Mingsu 17,33 mètres. Il bénéficie par ailleurs de la disqualification du Brésilien Almir dos Santos, initialement classé 3e pour monter sur le podium.
Autre actualité au Burkina Faso, ouverture officielle du FESPACO Bobo 2025. C'est dans la mythique salle de la Maison de la Culture Titiama Anselme Sanon que le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a officiellement ouvert le FESPACO Bobo 2025 au grand bonheur des Bobolais et Bobolaises. Sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle, cette édition met en lumière notre patrimoine et une programmation riche et diversifiée. Cette cérémonie a connu la projection de 2 films d'ouverture riches en émotions. Fulsaré, un court-métrage d'Ismaël Comporé, 75 000 de Jean-Claude Kiswensida Ouedraogo, Grand Prix du président du Faso, du meilleur espoir burkinabé à cette 29e édition du FESPACO. Parlons maintenant de l'actualité internationale. La haute autorité de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire a adressé un avertissement à la chaîne France 24 après la diffusion d'un reportage intitulé « Le tabou de l'immigration irrégulière ». À l'entame du reportage, la journaliste affirme que les remontées de la croissance économique de la Côte d'Ivoire ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Un reportage jugé déséquilibré et tendancieux. L'instance a exhorté la chaîne à plus de vigilance dans le traitement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Soudan, violent combat autour du palais présidentiel. Le 19 mars 2025, de violents combats ont éclaté autour du palais présidentiel à Khartoum, opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Des explosions et des frappes aériennes ont secoué la capitale. Depuis avril 2023, le Soudan est dans un conflit meurtrier entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Ce conflit a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et déplacé plus de 14 millions d'habitants, rapporte Amnesty International. Un grave accident de la route s'est produit près d'Abuja, la capitale du Nigeria, le mercredi 19 mars 2025. Une semi-remorque transportant du ciment a perdu le contrôle et a percuté 14 véhicules immobilisés près du pont de Nyaya, à environ 10 km du centre-ville. L'impact a provoqué un incendie majeur. Les flammes ont rapidement englouti les véhicules impliqués. Selon les autorités locales, 6 personnes ont été extraites des décombres et transportées à l'hôpital où leur décès a été constaté. 2 autres victimes ont succombé à leurs blessures le lendemain, portant le bilan de 8 morts. En Tunisie, le président Kais Saïed a destitué dans la nuit du jeudi 20 mars le premier ministre Kamel Madouri, qui occupait ce poste depuis août 2024. Dans la foulée, le technocrate a été remplacé par Sarah Zafrani Zanzri. Elle était au sein du gouvernement de son prédécesseur au poste de ministre de l'équipement. Les autres membres de l'exécutif conservent leur poste. Le président tunisien n'a donné aucune explication sur ce changement à la tête de son gouvernement. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV.